Le cinéma a été le premier média de masse au Québec. Il a grandement contribué à forger notre imaginaire collectif. Des premiers scopes aux plus récentes projections numériques, les salles de cinéma ont vu le 7e art évoluer et son public avec lui. Lorsqu'on entre dans une salle de cinéma, on entre dans un lieu chargé d'histoire. Une salle de cinéma, pour moi, c'est un lieu pour rêver. On entre dans une salle où c'est déjà sombre, les lumières s'éteignent, on est dans la noirceur, puis là, on rentre dans un puits de lumière. Un cinéma, pour moi, c'est comme une cachette. On dirait que personne ne peut nous retrouver dans une salle de cinéma. Pour moi, c'est une espèce de... Ça devient presque un cocon, un utérus. La salle de cinéma, c'est un lieu de voyage. On est dans son quotidien, dans la réalité. Quand on entre dans la salle de cinéma, il y a une forme de rituel. On éteint les lumières, il se passe quelque chose là, et on se transporte. Nous sommes entourés de vestiges de la belle époque des cinémas. Tous les quartiers des centres urbains du Québec possèdent leurs trésors cachés. Il est parfois difficile d'imaginer que certains endroits furent jadis des hauts lieux du spectacle cinématographique. À l'époque, on faisait des salles magnifiques avec des décorations incroyables. C'était des grandes salles. Il y avait 1500 fauteuils, 1200 fauteuils. C'était ça la norme à l'époque. Moi, je suis arrivé donc à Montréal au début des années 80 et j'ai vu la fin de ces grandes salles de cinéma. Je sais qu'il y en existait plein d'autres avant, mais par exemple, je fréquente une librairie aujourd'hui qui en fait était le Régent, le Regent. Et chaque fois que je rentre dans cette librairie, je repense au décor magnifique qu'il y avait dans cette salle de cinéma-là, qui n'en est plus une. Aujourd'hui, la salle n'existe que pour l'écran. Avant, la salle était un lieu qu'on pouvait regarder avant que le film commence, puis admirer les boiseries, puis tout l'ensemble de la décoration. C'était beau. Et donc, quand on arrive plus tôt et on arrive dans la salle, bien, on regarde autour. Parce qu'il y a un décor, il y a là quelque chose qui nous amène ailleurs, qui dit, tiens, c'est un lieu qui n'est pas que fonctionnel, mais qui est, comme ce qu'on présente à l'écran, un lieu de rêve, un lieu qu'on a transformé pour en faire quelque chose qui nous sort du quotidien. Bonne journée à tous. Voici notre programmation. Le nouveau film d'Audrey Tautou, De vrais mensonges, présenté à notre Cinéma Pine original à chaque soir à 7h30 p.m., plus les matinées samedi et dimanche à 3h p.m. Bon cinéma! Quand j'étais plus jeune, avant, ça n'existait pas, des répondeurs. Fait que je soupais à côté du téléphone en répondant. Cinéma Pine, bonsoir. Cinéma Pine, bonsoir. On rentre dans la salle numéro 1, c'est le Pine original qui a été bâti en 1948 par mon père. Cette salle contient aujourd'hui 250 fauteuils. Pour vous dire que dans le temps, elle contenait 450 fauteuils. Il fallait quasiment rentrer le monde avec une cuillère à soulier. Le cinéma Pine est un cinéma indépendant. C'est une entreprise familiale, donc moi j'ai gardé l'entreprise familiale. Ça va faire 65 ans l'année prochaine. On a été les premiers à avoir les love seats, les fauteuils doubles. Fait que ma blonde, elle vient ici, on peut s'asseoir comme ça. C'est vraiment un confort. On veut pas nécessairement que ça serve pour un remplacement de motel. À part qu'à un moment donné, je faisais le ménage, j'ai trouvé une paire de bobettes, mais ça, je me demande comment ça s'est trouvé là. T'as des rideaux partout. Ça fait Hollywood, ça fait cinéma, ça fait Cannes, ça fait tout ça. Et nous voici dans le centre névralgique. Dans le cinéma, c'est comme le restaurant. Pendant que les autres sont off, toi, tu t'arrêtes. C'est beaucoup d'heures, c'est beaucoup d'heures. Surtout pour un propriétaire de cinéma en province. Je ne marque même plus président du cinéma Pine sur mes cartes, je marque juste propriétaire. Ça veut dire qu'on fait tout là-dedans. Notre business, nous autres, c'est de mettre des fesses d'un siège. C'est ça. Et des yeux sur nos écrans. C'est ça. C'est ça notre job. Quand le cinéma est apparu, on savait pas trop ce qu'on allait faire avec tout ça. Et donc, on faisait des démonstrations, bien souvent dans des tentes. Et puis, il y a les gens tout de suite qui ont vu
tout de suite l'intérêt d'en faire un divertissement. Les premiers temps de la diffusion du cinéma, ça se fait par ce qu'on va appeler le cinéma des forains. Alors, c'est toutes sortes de personnes qui peuvent s'acheter un projecteur et aller faire des projections dans des bars, dans des cafés, dans des tentes de cirque. La première projection à Montréal a eu lieu sur le boulevard Saint-Laurent, au coin de la rue Vigée, dans ce qui était un genre de café-concert qui s'appelait Le Palace, le 27 juin 1896. Alors, c'était des films, des petits documentaires, tout simples. C'est le seul type de cinéma qui existait à l'époque. Je suis propriétaire, opérateur depuis 42 ans. Je suis propriétaire participant parce que je travaille dans mon cinéma. Je suis gérant général, si vous voulez. On met une main à la pâte, puis on fait tout. Cette salle-là, elle contient 165 personnes. On a installé un banc de camionnettes. Puis, en fait, c'est vraiment confortable. Les jeunes l'aiment beaucoup, les handicapés l'aiment beaucoup, les personnes obèses l'aiment beaucoup. C'est devenu un siège de privilège de pouvoir s'asseoir là pour regarder le cinéma. Il y a de la place pour 4 personnes. Alors, nous voici dans la salle de projection. On avait de la place pour installer la laveuse pâchasseuse. On a pris un cinéma qui avait déjà les gens qui l'avaient bâti originalement demeuraient sur place. Comme dans ce temps-là, c'était la mode de le faire. Et vraiment, on aime ça. Ça nous rend la vie facile. Des fois, Daniel est déjà monté sur l'auto, puis elle fait le repas. Il faut que je sorte d'ici. Je m'en vais au restaurant. Là, je vais encore la joker. Je vais lui demander c'est quoi le menu. Nous autres, on est des gens qui se lèvent très tôt le matin. On travaille le matin. Puis après ça, on essaie d'avoir 3-4 heures d'après-midi à nous autres. C'est de là qu'on fait notre dîner. Puis souvent, on va manger dans la cour en arrière. Puis des choses comme ça. On prend le temps, 2-3 heures, là, qu'on prend. Puis on entretient notre terrain. C'est avec les scopes qu'on assistera à la naissance des premières véritables salles de cinéma. Il s'agit alors de petits espaces de quelques dizaines de places présentant des projections de courts-métrages. Alors, c'était souvent des magasins qui étaient transformés, un entrepôt qu'on transformait en petites salles. Et c'est comme ça que vont commencer la plupart des salles de cinéma. Les premières choses qu'on va faire, c'est on va prendre des salles de théâtre, de variété, de cabaret qui existent déjà et on les convertit. Et comme ça marche, comme là, on peut faire à peu près du 12 mois par année, les gens se rendent compte que c'est important et on va créer des salles plus imposantes. Au Québec, l'entrepreneur de cinéma le plus audacieux est sans contredit Ernest Ouimet. Il ouvre son premier Ouimetoscope en 1906 en plein faubourg Amelas sur Sainte-Catherine, juste à côté du Nationoscope qui a déjà pignon sur rue. La première qui va être créée à Montréal, c'est pas le Ouimetoscope, c'est le Nationoscope, qui est juste à côté, qui est comme 3-4 portes à côté, là. Et le Nationoscope appartenait à Georges Gauvreau, qui travaillait dans le milieu du théâtre. Et lui va ouvrir avant Ouimet. Ils vont être en compétition, ils ont tous été en compétition à cette époque-là. Et là, tu as 2 grandes salles vraiment construites pour le cinéma. Projectionniste ambulant, je dirais plus cinéphile impresario qui trouve d'autres cinéphiles et un contexte pour partager mon amour de cinéma. Je concentre sur le cinéma de 1890 jusqu'au 1990. Ça fait 20 ans depuis que j'ai établi et que je gère mon ciné-club. Il y a plus de défis aujourd'hui à cause de la technologie. Le monde sont plus portés à rester chez eux,
regarder la version DVD ou le Blu-ray ou que ce soit, mais il y a quand même du monde qui aime la magie du vrai pellicule, puis l'expérience comme dans le temps. C'est un ciné-club qui présente à chaque 2 semaines des films classiques ouverts à tous. Et c'est ça, c'est projection de films classiques. Ce soir, exceptionnellement, c'est un film muet avec un accompagnement musical. C'est une expérience qu'on ne peut pas reproduire nécessairement chez nous. Fait que je pense que c'est ça l'attrait pour un public. Pour moi, c'est un principe que présenter des films de cette façon-là, c'est reproduire l'expérience de l'origine. Le principe est pareil, c'est de la pellicule, une lentille puis une source de lumière et un écran. Après Ouimet et Gauvreau, plusieurs entrepreneurs ouvrent à leur tour leur scope qui se multiplient comme une traînée de poudre. Il y en a 25 en 1908 et presque 75 en 1912 où se pressent jusqu'à 125 000 personnes. Puis quand les propriétaires de salles commencent à construire, ils donnent leur nom à la salle de cinéma. Alors, on a eu Ouimetoscope, Rochonoscope, même un héros de bande dessinée ici qui s'appelait La Débauche. Alors, La Débauchoscope. Edison avait choisi le mot kinétoscope. Scope, en grec, ça veut dire regarder. Mais au départ, c'est tous ceux qui veulent en faire, ça prend pas grand-chose. Il faut un projecteur, un projectionniste, t'achètes, tu mets des chaises et c'est tout. Mais les contraintes techniques de projection dans ces premières salles de cinéma posent parfois certains problèmes. Il y a un truc qui était assez rigolo, c'est que dès le départ, quand on s'est mis à projeter les films, les gens étaient dans le noir, bon, ils regardaient tout ça, et puis on entendait... Eh bien, avec le temps, les gens s'endormaient parce que le ronron du projecteur endormait les gens. Alors, il y a quelqu'un qui a eu l'idée, bien, si on mettait un peu de musique, ça garderait les gens réveillés. Donc, vraiment, au départ, il y a eu soit des bonimenteurs, c'est-à-dire des gens qui passaient des commentaires sur le film pour garder les gens réveillés, et le musicien aussi. Le public ne voulait pas de cinéma muet. C'est plate, la vie, elle parle. Donc, on va trouver des trucs. Donc, le bonimenteur, c'est un explicateur, c'est un narrateur, c'est un peu de tout pour amener une voix humaine sur des images. Pour moi, n'importe quel espace peut devenir une salle de cinéma. Ça prend un mur avec une surface blanche, ça prend le projecteur, le film et quelques sièges. Puis, c'est ça l'avantage aussi de la format 16 mm, c'est très facile, c'est très portatif. Les cinémas représentent quelque chose de nostalgique. Puis oui, ça fait partie de la patrimoine d'ici. Je pense que tout le monde a des souvenirs d'une expérience particulièrement frappante ou qui leur a marqué, qui reste dans le mémoire d'aller au cinéma. OK, voilà. Toute l'activité, la procédure d'embobiner le film et de travailler sur l'entretien du projecteur, ces choses-là, c'est quelque chose tactile, quelque chose de solide. C'est pas quelque chose de virtuel, c'est quelque chose de mécanique, c'est quelque chose qui a une présence physique. Le cinéma a pris beaucoup d'ampleur. Il y a eu évidemment beaucoup de développements technologiques qui ont fait qu'on pouvait faire des films de plus en plus longs. À cause de la guerre, on s'est mis à tourner des actualités, beaucoup. Le cinéma, c'était ça. C'était les premières images qu'on avait, des images en mouvement, puis on appelait ça les vues animées, les images en mouvement, de la réalité à l'extérieur de notre monde immédiat.
Le cinéma, au niveau sociologique, a pris vraiment une grande importance. C'était important d'aller au cinéma, même pour savoir ce qui se passait. En fait, on avait toujours des comptes rendus dans les journaux, mais de le voir, c'était vraiment quelque chose de presque magique. C'est une business, nous autres, les propriétaires de cinéma, en tout cas, c'est comme les entrepreneurs de pompes funèbres. Personne ne va dans ce business-là, c'est toujours quelqu'un, soit de père en fils ou quelqu'un qui a travaillé dans un cinéma qui est allé là-dedans. Mon père, c'était un immigrant. Il est arrivé à Saint-Adèle en 1924. Mon père est arménien, il est venu du pays. Fait que donc, c'est des gens qui... Il n'y avait pas nécessairement de métier. Fait que mon père s'était acheté une petite machine 16 mm. Il n'y avait pas tellement de cinéma dans les années 30, 28, 30. Fait qu'il faisait du cinéma de village en village. Dans les sous-sols, les salles paroissiales, des choses comme ça. Ma mère, elle aimait beaucoup le cinéma aussi, puis elle aimait ça s'occuper de la programmation, elle l'aidait. Tout ça, puis elle a dit, écoute, soit que tu bâtis le cinéma, là, ou je te marierai pas, jamais. Fait que là, finalement, c'est ça qui avait poussé à investir, puis bâtir le cinéma en 48. C'était dans le temps que les commerces, tout comme des petites quincailleries, des restaurants, des épiceries, des choses comme ça. Les propriétaires vivaient au-dessus, et c'est là que j'ai été élevé. Ici, c'était le salon. Dans le temps, salon à manger. Ça, l'arbre de Noël était ici, tout le temps, dans le coin là. Vivre en haut d'un cinéma. Le soir, tu finis tes devoirs, quelque chose comme ça, tu t'en vas voir un film. Connaissez-vous bien du monde qui peuvent aller au cinéma tous les soirs ou tous les jours tant qu'ils veulent? Fait que c'était passionnant pour moi, mais c'est pour ça que ça allait aider à créer notre passion, c'est voir du monde. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'aime bien mon métier, parce que pour moi, c'est un métier, c'est une passion en même temps. On a appris des jeunes c'était le commerce familial, puis il fallait tout donner un coup de main. Moi, ma jeunesse, à partir d'à peu près 11 ou 12 ans, j'étais assis juste ici, à côté. Je mangeais mon souper là, répondais au téléphone. Il y avait juste une ligne à ce moment-là. C'était rare qu'on était juste 4 à la table ici. On avait toujours du monde. S'il y avait un ami, c'était le genre de place... mon père, ouais, reste à souper, reste à souper. On jasait de tout, on jasait de cinéma, on jasait de tout. J'ai toujours aimé le cinéma, toujours depuis que je suis petit garçon. Avoir été habitué là-dedans, là, puis j'étais intéressé aussi à la mécanique projectionniste, tout ça. Je suis devenu projectionniste à l'âge de 12 ans, 12 ans et demi, 13 ans, quelque chose comme ça. Ceux qui connaissent Cinéma Paradiso, notre histoire ressemble à ça un petit peu. C'est une famille heureuse. Les salles de cinéma, comme c'est un lieu qui n'est pas régi, balisé par des lois encore, plein de gens vont se dire, je vais faire de l'argent parce que ça coûte pas cher, toute proportion gardée, acheter un film. Quand le public va devenir plus exigeant quant aux conditions, ils veulent être bien assis, ils veulent bien voir, ils veulent avoir un plus grand écran, ça va demander d'acheter des nouveaux appareils plus chers. Les petites salles vont progressivement décliner et les grandes salles vont s'établir de façon assez puissante. Les films ont connu un succès instantané et après seulement quelques années, ils représentaient le genre de divertissement commercial le plus populaire au monde. Aussi, tout le monde pouvait aller au cinéma. Auparavant, les hommes pouvaient aller dans les tavernes et dépenser tout leur argent, mais il y avait peu d'activités de divertissement que les hommes, les femmes et les enfants pouvaient faire ensemble. Nous autres, on travaille de conscience 7 jours sur 7. Là, même si je prends des vacances, j'appelle, je demande comment ça se passe, ces choses-là. On n'est jamais totalement détaché. Comme les années passées, là, à Saint-Cyr-l'année, les films de famille, ça a été très bon. Juste à confirmer avec les compagnies, on n'aura pas de misère avec Sur le rythme. Mon ami Daniel, je l'appelle encore mon ami parce que ça fait presque 30 ans qu'on est ensemble, mais on ne s'est pas mariés encore. Puis c'est pour ça que ça dure. Je dis pas, non. Je servais dans un restaurant, puis Yvon était en train de faire ses rénovations aussi. Puis il venait manger, puis il était tout plein de peinture, puis plein de ciment, puis... Fait que c'est comme ça qu'on... C'était ma serveuse préférée. J'étais sa serveuse préférée. C'est comme ça que ça a commencé, oui. Dans le passé, je décidais pas mal de ce que j'allais faire. Mais de plus en plus, Daniel a une influence.
mais j'ai le pied pesant. Contagious. C'est un film de Warner Brothers. Ah, ils vont descendre de Toronto. OK. Si on prend 8, 10 bons films dans l'année, là, votre année a été comblée. Là. La nouvelle réalité, c'est que les jeunes viennent au cinéma de moins en moins à cause des computers, à cause de l'Internet, à cause des jeux vidéo qui est rendu une business énorme. Il y a un changement, puis il faut aller chercher notre clientèle. Puis c'est pas facile, le challenge est là. Et puis ça fait au-delà de 40 ans que je fais ça, là. Puis j'ai encore le feu de ça, là. Pour aller de pair avec l'immense popularité de ce nouveau média qu'est le cinéma, le dimanche, seul jour de congé à l'époque, deviendra donc rapidement la journée des vues, au grand désarroi du clergé, qui se fait ainsi voler la vedette par une nouvelle vague de héros populaires. Si on est au Québec au début du 20e siècle, ne nous mentons pas, les héros qu'on a, ce sont des saints. Le super-héros, c'est Jésus. Et puis, les histoires qu'on nous raconte, c'est celle de la Passion, c'est ce qu'on trouve en gros dans la Bible. Quand arrive le cinéma, la compétition est épouvantable. Vous vous rendez compte, tout d'un coup, il y a d'autres héros, puis ils sont cute. Mais donc, pour la religion, c'était comme un choc terrible. Il y a eu un rejet du cinéma qu'on présentait comme une école tenue par le diable. Et l'Église a tenté pendant longtemps d'interdire le cinéma le dimanche. Le summum de cette lutte de l'Église contre le cinéma va venir en 1927, au moment, juste après l'incendie du Laurier Palace, une salle de l'Est de Montréal, où il va y avoir 78 enfants vont périr le même après-midi. Alors là, non seulement le cinéma était immoral, corrupteur, mais il devenait meurtrier. L'Église catholique, qui a été très influente au Québec pendant de nombreuses années, avait des réserves quant au cinéma. Et après l'incendie au Laurier Palace, on leur a donné raison. Ce n'était pas bien de laisser des enfants voir des films. Donc, l'accès a été interdit aux enfants de moins de 16 ans de 1927 jusque dans les années 60. Quand je regarde un film, je ici le regarde comme cinéphile, je ici le regarde comme propriétaire de cinéma. Il faut que les deux yeux marchent ensemble pour essayer de trouver ce qui est meilleur et ce que mes clients et mes cinéphiles apprécient. Là, vous pouvez voir, ici, c'est notre salle de montage. Nos films arrivent dans des boîtes comme ceux-là. 2 boîtes forment un film. C'est assez lourd, c'est 80 livres d'habitude. 2 boîtes de films, c'est 80-85 livres. Fait que, y en a des bras qui se sont étirés pour monter ça dans les cabines. Dans le début, c'était tout un autre métier. Baisser les lumières, ouvrir les rideaux, ça se faisait tout manuel. Aujourd'hui, maintenant, on a un système d'automatisation qui fait ça. Qu'est-ce que ça a donné à l'industrie du projectionniste quand on a eu l'automatisation, tout ça? Les projectionnistes sont devenus des directeurs de salle parce qu'ils travaillaient vraiment comme 2 jours par semaine à monter tous ces films, assembler ces films, préparer son programme, et l'automation faisait tout l'ouvrage. Fait que ça a changé un petit peu la vocation de projectionniste. Il doit rester très peu de gens ou de projectionnistes qui savent comment opérer un show. Vraiment, aujourd'hui, il y a comme ça. Dans le temps, quand un film sortait, il sortait toute la province 2 copies. Fait que ça veut dire que dimanche, lundi, il était à Saint-Adèle. Le dimanche suivant, il était transporté ailleurs. Fait que la même copie roulait 2 ans. Fait que là, ça avait plus de chances de s'abîmer, de casser, égratigner. Fait qu'il fallait que les projectionnistes fassent bien attention. Dès 1920, on assiste à un véritable boom dans la construction des salles de cinéma au Québec. À cette époque, presque toutes les salles de cinéma sont de nouvelles constructions et ces palaces pratiquent une surenchère de la décoration extérieure. Quand tu te rends compte que le même film, s'il est vu par 100 personnes ou par 1000 personnes, ça donne bien de l'argent, mais c'est le même effort, tu vas aller vers des grandes salles. Nous, ici à Montréal, notre première grande salle
c'est l'Impérial, c'est la rue Bleury. Quand tu arrives au début des années 20, la plupart de toutes les villes en Amérique du Nord ont des bonnes salles, des grandes salles. Dans ces salles-là, tu vas avoir des comptoirs à bonbons. Tu peux avoir des salons de lecture. Les gens attendent et s'amusent à lire le journal. Les années 1910 et 1920 ont été marquées par le plus grand boom de l'histoire en ce qui a trait à la construction de salles de cinéma. À Montréal seulement, on construisait au moins 2 ou 3 nouveaux cinémas par année. Et ça a duré pendant 20 ans. Ils poussaient comme des champignons, pour reprendre une expression populaire. Il y en avait partout. La belle époque, là, 75-80, on pouvait jouer n'importe quoi, puis on avait du monde. Ça faisait partie, dans ce temps-là, des gens, de sortir à toutes les fins de semaine. C'était la belle époque pour tout le monde. Hein? Dans le passé, il y avait 9h ou 9h30. C'était populaire. Mais aujourd'hui, les gens, ils veulent se coucher de bonne heure, puis c'est surtout le show de 7h. Le show de 9h, bien souvent, de 10-15 personnes, là, 20 personnes. Là. Étant donné que c'est un cinéma de campagne, il faut garder aussi, être proche de nos clients. Beaucoup de nos clients sont devenus des amis. On a des clients qui viennent même de loin pour venir à notre cinéma parce que pour eux autres, c'est comme... On a développé une relation, c'est comme chez eux. Ça fait un petit peu notre récompense aussi. Ce qu'on remarque, là, c'est les gars qui viennent pas au cinéma, là. C'est les filles qui viennent au cinéma. Ça fait que là, j'ai un message à passer, les gars, si vous voulez avoir des blondes, allez au cinéma. Non, mais on voit encore des premières dates, là. Je veux dire, moi, je vois des fois des mères viennent amener leur gars ou bien leur fille, puis là, elle me dit, c'est sa première date, mais il peut pas jouer. Je vends beaucoup mon popcorn toujours, mes liqueurs, puis mes combos sont très forts ici. Le bucket est rendu un gros vendeur pour 2 personnes. Là. Sur les plus jeunes, ça va être les framboises puis les pêches. Dans les plus vieux, ça va être toujours la même chose, c'est le popcorn avec une réglisse. Il y en a qui vont aller au restaurant, eux autres, c'est ici, puis ils disent toujours cinéma, popcorn, ça marche ensemble. J'ai des gens qui viennent acheter le popcorn, il y en a qui viennent, même s'ils viennent pas au cinéma. J'en mange quasiment à tous les soirs. Dans les grandes villes nord-américaines, on va assister à la naissance de super palaces. Les super palaces situés dans les centres-villes sont des lieux de 2000, 3000, 4000 personnes. Des monstres. Dans le passé, il y avait différents types de cinémas. Ceux du centre-ville étaient les plus grands et les plus importants. À Montréal, il y avait le Capitole, le Palace, le Princess et le Loews. À l'origine, je parle de 1920 à 1960, tous les films étaient d'abord présentés dans une de ces salles du centre-ville. Ces endroits-là étaient majestueux, principalement construits par des architectes américains avec une teneur ostentatoire faste. Il y avait tout pour plaire, mais tout. Tapis, tentures, rideaux, plâtre, appliqué de feuilles d'or, appliqué de feuilles d'argent. On allait même jusqu'à mettre des fontaines. C'est très drôle parce que les fontaines étaient situées dans le théâtre et rapidement, on a constaté qu'entendre le bruit de l'eau qui coulait pendant le spectacle, alors rapidement, on les a fermés. Mais pour vous dire, tout pour rendre le spectacle, ou le spectacle, en fait, de l'endroit royal, la visite la plus royale possible, la plus extraordinaire. Si je peux donner un exemple d'une de mes meilleures expériences de cinéma, une copie 70 mm de Lawrence of Arabia, Laurence d'Arabie, au cinéma impérial. Puis j'étais assis, première rangée, et la qualité de l'image était superbe et c'était vraiment une expérience quasi religieuse, je dirais, dans ce sens-là. Une bonne expérience au cinéma, pour moi, c'est quand je peux me perdre et que j'oublie que c'est un film. Des vieux classiques, c'est tout un autre univers que j'ai jamais vécu. J'embarque
puis je suis dans la Fantasyland. Le cinéma, le lieu, le théâtre, était un endroit où où ce sont des adultes qui allaient là. Et des adultes qui allaient là pour de l'entertainment, comme on dit à l'époque, donc aller s'amuser. Mais en même temps, s'informer. Il y avait un portier dehors avec sa casquette et son habit qui nous recevait, qui nous ouvrait la porte, qu'on appelait les vrais portiers. C'était les doormen. Il y avait tout un cérémonial quand on allait au cinéma. Quand tu travailles à l'usine, 60 heures par semaine, le samedi soir, tu te mets chic. Alors, pour aller au cinéma, c'est comme pour aller danser, comme pour aller dans d'autres sorties. Et certaines salles avaient même des amusements comme des quilles, de la danse. On passait une soirée, là. On fait le montage avec les bobines qui arrivent, comme qui arrivaient 75 ans passés, mais c'est encore la même chose. Bien là, on les assemble ici, sur cette table-là. C'est dans la même séquence. Ça, c'est pour relier le film au complet ensemble, qui va faire un tout. Déjà, ils soudaient ça avec un liquide, là. Aujourd'hui, on met un tape. Ça va prendre entre 1 heure et quart, dépendant de la durée du film, à faire un montage de film. Faire sûr qu'il est bien fait. Le projecteur, ça n'a pas changé, ça, depuis peut-être 100 ans. Le changement technologique nous est imposé par les majors américains. Il y a 6 ou 7 compagnies majors américains qui ont fait que les petits producteurs sont obligés de suivre aussi. Ça va être une autre chose, ça va être fascinant, ça va être en travers un ordinateur. Tout va arriver sur l'ordinateur, même les films annonces. On va pouvoir choisir nos films annonces à la distance. Si on veut être présenté en français ou en anglais ces jours-là, ça va être juste une question de jouer avec l'ordinateur. Et une fois que le film est parti, bien, normalement, je pars et je vais nourrir mes chats. Non. On regarde dans le cinéma parce que si tu pourrais avoir des problèmes, là, tu vas les avoir au commencement. On est chez nous, si c'est l'hiver, je regarde la game de hockey. Puis, entre les punitions, ce jour-là, je vais voir si le film est correct. Whatever. Puis on sait vraiment, le timing, quand est-ce que ça va finir. Ce qui s'est produit à Montréal, c'est-à-dire la construction d'un grand nombre de cinémas, s'est aussi produit dans d'autres grandes villes d'Amérique du Nord. La différence, je pense, est que Montréal a eu la chance de pouvoir compter sur des architectes de grand talent et aussi sur un décorateur du nom d'Emmanuel Briffa. Quand j'ai quitté la Côte-Nord, je me suis installé à Sherbrooke et il y avait le Granada, qui existe toujours d'ailleurs, et qui était pour moi la première salle fabuleuse que je voyais. C'est décoré par Briffa et pour moi, c'était extraordinaire. Parce que là, il y avait une certaine splendeur du cinéma. Briffa arrive avec sa touche maltaise, sa touche méditerranéenne. Il arrive avec ses vieux roses, ses coloris plus subtils, avec les formes, avec les volumes. Il n'y avait que Briffa qui savait faire du Briffa. Personne d'autre. Briffa est un artiste de la lumière. Ses couleurs avaient toujours des nuances. On le voit d'ailleurs ici, dans les verts, dans les rouges. Bienvenue au fabuleux Centre des Arts Crowley. Comme d'habitude, on présente des films surprises avant les longs métrages ici. Ce soir, c'est le film The Cinema Director, qui date de 1916, qui met en vedette Harold Lloyd. I will just say enjoy et bon cinéma. La meilleure façon de conserver un film, c'est encore sur un négatif 35 mm. C'est tout un autre format qui est en train de disparaître, mais
Moi, mon but, c'est de continuer à le garder vivant, là, ce format-là. Prêter les paroles de Spielberg, il disait que film is organic. La pellicule, c'est plus organique. C'est quelque chose qui est vivant, en fait. Je prétends pas d'être un expert dans le cinéma. Je prétends pas d'être un académique, quelqu'un qui a une connaissance encyclopédique du cinéma. Moi, ce qui me satisfait, c'est de le présenter à un public. Et ce qui me donne le plaisir, c'est si quelqu'un peut découvrir de quoi. Je crois que c'est le genre de magie qui est difficile à mettre en parole. C'est une expérience, quelque chose que tu vis sur le moment. Un show de magie, un jeu d'ombre. Elle a 92 ans. 92 ans. Elle se souvient de l'époque du cinéma muet. Alors pour elle, c'était toute une expérience de nostalgie. Il y a toute une autre génération. Ils vont jamais vivre l'expérience de vraie pellicule. Puis quand ils vont voir ça, je sais pas comment ils vont réagir. Dire c'est quoi, l'image est toute, ça marche pas. Il y a quelque chose qui, non, en fait, c'est de l'origine. Tu sais, c'est comme peut-être les ciné-clubs, comme j'ai les micro-cinémas. Ça va être Last Man Standing. Ça va être la dernière place où tu peux aller voir du cinéma. Depuis les premiers systèmes de projection encombrants qui demandaient une attention soutenue de la part des projectionnistes, la technologie a bien évolué. Aujourd'hui, les propriétaires de salles de cinéma sont tenus de procéder à un changement majeur dans leur mode de fonctionnement. On abandonne progressivement la pellicule pour se tourner vers un système de projection entièrement numérique. Bonne journée à tous. C'est pour vous dire que le CinemaPine original avec Quai de l'Humorin sera fermé lundi 12 septembre jusqu'au jeudi le 15, afin de transformer son système de projection au numérique. Le complexe 2, par contre, demeurera en opération. Le Vénérable 35 mm, son dernier rideau, va être remplacé par... Toute cette grosse machine-là va être remplacée par la petite machine dans le coin là-bas, qui va nous donner la possibilité de faire de la 3 dimensions, de stéréoscopie. J'ai un petit pincement au cœur. Moi, je suis projectionniste depuis l'âge de 12 ans et j'en ai 57, donc j'en ai passé du film. J'en ai monté du film, tout ça. Fait que... Alors, depuis que le CinemaPine est ouvert, je calcule, c'est à peu près 120 millions de pieds linéaires qui ont été faits. 120, fait qu'il fallait faire le calcul en kilométrage. D'après moi, on sera plus loin qu'à Montréal avec ça. Ça, c'est tout simplement le nouveau projecteur. C'est un ordinateur avec une lentille dessus. Tout simplement. On fait une prière, parce que si ça jamme, c'est un Control Alt Delete. On espère que ça repart. On est en train de transformer tout notre complexe qui est 5 salles de cinéma. Fait que ça va nous faire 5 projecteurs. Ça s'en va tout en scrap. Ça va être temps de la livre. Maintenant, le film arrive sur un disque dur d'ordinateur. On branche ça, on le laisse aller. Tandis que le film, quand on le monte lui-même, on touche un petit peu à l'histoire du film, au lien qu'il y a entre le producteur et la personne qui va aller s'asseoir dans le cinéma, qui va regarder le produit fini. Le numérique, maintenant, c'est impersonnel. Nous autres, on est un petit peu mis de côté. On ouvre les portes, c'est tout ce qu'on fait présentement. Cimetière de projecteur. Si mon père serait encore vivant, puis il verrait ça, c'est le prix qu'ils ont payé dans le temps, tout ça là-bas, je pense qu'il mourrait une autre fois. Philippe était en train de retourner dans sa tombe, là, s'il voit ça, là.
1928, le film de Jazz Singer est présenté pour la première fois sur nos écrans. Avec lui, ce film apporte une nouveauté technique qui révolutionnera à jamais le cinéma et brisera même certaines carrières. C'est le début du cinéma parlant. L'arrivée du parlant, ça va créer une nouvelle pression technologique parce qu'il y a des salles qui ne sont pas appropriées au parlant. Et il faut se dire qu'à cette époque-là, on n'a qu'un haut-parleur qui est généralement placé derrière l'écran. Les films parlants ont pris la place des films muets. Et tous les cinémas ont commencé à annoncer qu'ils possédaient le meilleur système sonore en ville, le son le plus net et les voix les plus limpides. On s'est débarrassé des musiciens. Ça a été, pour les musiciens, une grande catastrophe. Le syndicat avait obtenu qu'on projette la moitié du temps des films muets, puis après des films sonores. Mais forcément, on ne pouvait pas lutter contre le progrès technologique. Et tout le monde a perdu son boulot. Ah bon? T'as-tu aimé ça, Dan? Les gens aiment commenter le film après. Oui. Alors, ils vont pas juste sortir s'en aller chez eux. Ils vont s'attarder avec nous autres, ils vont dire hey, « C'était un excellent film, on a aimé ça, il y avait quelque chose là-dedans, ça a été me chercher. » Il faut envisager le virage technologique, là, qui demande des grosses dépenses, ces choses-là. Alors, il va falloir que je fasse un bon bout là-dedans. Puis si c'est aussi facile qu'on prétend que ça va l'être, ces choses-là, peut-être que ça me tentera pas de me retirer dans 5 ans d'ici. On veut vivre l'expérience du virage, là, puis après ça, on prendra une autre décision. Ça fait 42 ans, tu marches ta 43e année. Je suis sûre qu'il est encore là pour un bon bout de temps. Au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, tous ces somptueux palais dédiés au 7e art ont le vent dans les voiles. Le cinéma rapporte gros et les revenus sont calculés en fonction de ce qu'on appelle désormais le box-office. Rien ni personne ne semble pouvoir rivaliser avec la magie de ces vues animées. Cette magie accessible à bon prix qui fait rêver les foules. Mais c'est sans compter l'avènement d'une nouvelle technologie qui risque de changer la donne. De l'invention du 7e art, un peu avant le début du 20e siècle, jusque dans les années 50, le nombre de personnes qui fréquentaient les cinémas n'a cessé d'augmenter. Chaque année était meilleure que la précédente. Lorsque les films parlants sont apparus vers la fin des années 20, le cinéma a connu une autre forte croissance et est devenu encore plus populaire. Cette popularité n'a pas cessé d'augmenter au fil des ans, jusqu'à l'apparition de la télévision dans les années 1950, qui a malheureusement tout changé. Repartir d'une salle aujourd'hui, c'est rendu beaucoup plus compliqué. Ce sont des investissements d'environ de 1 million de dollars par écran, le temps de faire la bâtisse, tout ça. Fait que je suis pas bien sûr dans des petits marchés comme les nôtres que ça serait viable aujourd'hui. Je suis un de ceux qui croient que l'événement du numérique va faire disparaître peut-être 20 % de nos salles en Amérique du Nord. Mon père disait ça, des business ou un travail où est-ce que tu vas vider la caisse une fois par semaine puis tu fais rien, ça n'existe pas. Sors-toi ça de la tête. Dans n'importe quoi que tu travailles dedans, il faut que tu travailles, il faut que tu t'achètes de t'en occuper comme il faut, puis ça va marcher. Quelqu'un a déjà dit, Tom, tu vas mourir à faire du popcorn et déchirer un bien. Je commence à le croire. Le monde va toujours vouloir sortir. La journée que les gens ne voudront plus aller au cinéma, plus aller au restaurant, plus aller au théâtre, plus aller voir du sport, plus sortir, ça va être un monde plate en mots, t'as dit.